Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Une question facétieuse aujourd'hui qui vient d'un auditeur. Alors, manger ou faire l'amour, c'est mieux seul ou à plusieurs ? Alors, ça va être l'occasion de remercier nos auditeurs pour leurs questions impertinemment pertinentes et qui nous amusent toujours régulièrement beaucoup. Alors, pour l'amour, c'est selon les goûts et les disponibilités. Pour manger, c'est pareil. Il y a des avantages et des inconvénients qu'on soit seul ou à plusieurs. Alors, les avantages, on va pas parler des avantages de faire l'amour. On va se contenter des avantages de manger à plusieurs. Alors, manger à plusieurs, évidemment, ça alimente la convivialité. Et parmi les origines étymologiques du mot convivialité, il y a le latin convivium qui voulait déjà dire le repas commun. Et puis on a notre prince des gastronomes, Brillat-Savarin, qui définissait la convivialité comme le goût des réunions joyeuses et des festins. Donc dans notre culture, convivialité et nourriture sont vraiment très 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 fusionnelles. Quand on a été habitué aux grandes tablées, quand on était petit ou quand on était jeune, c'est très réconfortant encore aujourd'hui de partager le repas et ça peut être perturbant de se retrouver seul à manger. Pour les enfants, c'est intéressant aussi de manger à plusieurs. Ça permet, par mimétisme avec les adultes, notamment d'apprendre, les manières de table bien sûr, mais aussi d'apprendre à savourer, d'apprendre à déguster. Et ça permet aussi de participer à l'éducation au goût quand ils vont nous voir manger des légumes bizarres, etc. Au bout de 1, 2, 6, 7 fois, etc. Peut-être qu'ils vont avoir l'envie de goûter et d'y aller. Bon, après, il y a aussi des inconvénients à manger en groupe. Il y a déjà le fait qu'on peut être distrait. On est potentiellement moins attentif à ses sensations, donc on peut plus facilement dépasser le rassasiement, manger de trop, etc. Ensuite, quand on est sensible à la bienséance, par convention sociale, on peut manger des choses qu'on n'aurait pas mangées seul. Par exemple, on n'a plus faim, mais on va prendre du dessert pour pas vexer Tati Marceline, alors que on n'a plus spécialement envie et qu'on se serait bien arrêté avant. Voilà. Le fait d'être exposé aussi plus facilement à certains aliments quand on mange pas tout seul. Quand on est tout seul, qu'on laisse le fromage dans le frigo, on n'a pas faim, on n'y pense plus, mais quand notre conjoint, par exemple, va sortir le fromage, on peut être tenté d'en manger parce qu'on aime ça, sans vérifier si on en a vraiment envie. Ou alors aussi, on peut manger pour accompagner, parce que le repas se prolonge et qu'on n'est pas très à l'aise de rester à table sans manger, sans rien faire. Donc on va se mettre à grignoter, aller un petit bout de pain, un petit bout de fromage, pour attendre les autres aussi. Il y a un phénomène également qui est la peur du manque. Quand on est sujet à la peur du manque, on peut se servir plus que quand on est seul. Moi, je vois par exemple que quand je dîne par exemple avec mon mari, je me sers la première et puis en général, mon mari rafle ce qui reste dans la casserole. Et j'ai remarqué que du coup, j'ai tendance à me servir plus que si j'étais toute seule parce que j'ai peur de mal calculer mon coup et du coup de ne pas m'être servi assez et de manquer, voilà, d'être frustrée ou d'avoir encore faim, etc. Donc en général, je me sers un petit peu plus. Ensuite, Doudou chéri peut passer derrière et rafler et je suis plus sereine. Donc ça peut me pousser, si évidemment je ne suis pas attentive à mon rassasiement et que je finis l'assiette, à manger plus quand je ne suis pas toute seule. Et puis ensuite, manger pas tout seul, ça peut être une source de stress. Quand on est parent dévoué, par exemple, hyper attentif à ce que les enfants mangent de tout, en quantité suffisante, etc., on peut s'oublier. Ou alors, quand il y a des conversations prises de tête, des fois avec les collègues qui ont des ruminations, etc., ou quand on fait un repas de famille et que des conversations tournent autour de sujets un petit peu non consensuels, ça peut être source de stress, ça peut être source d'indigestion même. Voilà. Ouais, faudrait éviter les réunions de travail, enfin les réunions repas de travail, quoi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, moi, je préviens mes collègues, on fait la réunion d'abord et on mange ensuite, mais pas les deux en même temps. Ça, c'est... Non, moi, manger, c'est sacré. Donc, quand on mange. Non, mais... Alors, astuce pour que le repas ensemble se passe bien. On peut revenir régulièrement à l'écoute de soi pour se réguler. Voilà, même s'il y a une conversation prenante, on n'est pas obligé d'amener les fourchettes machinalement à la bouche. On peut la poser et puis on peut parler et ensuite reprendre quelques bouchées. Bon, le risque évidemment, c'est que l'assiette refroidisse, mais on peut aussi éventuellement la réchauffer. Enfin voilà, éviter ce qui est machinal et essayer de revenir régulièrement à l'écoute de soi. Et puis ensuite, favoriser évidemment des conversations légères et digestes.
c'est pas le moment de harceler son ado parce qu'il n'a pas encore choisi son orientation, etc. C'est pas le moment d'avoir des conversations politiques ou voilà. On peut peut-être les réserver à un autre moment où ça va pas porter sur l'estomac. Alors, manger seul, en fait, ça serait peut-être la solution finalement, et discuter ensuite. Alors, ça peut être une solution. Ça a des avantages, hein, évidemment. On est plus disponible à soi, à ses sensations. Ça a aussi des inconvénients. Peut y avoir une forme d'austérité où ça peut alimenter le sentiment de solitude chez les personnes qui en souffrent. Alors, pour que le repas seul se passe bien, c'est important de le ritualiser. On ne va pas manger sa boîte de thon tout seul debout dans la cuisine adossé à l'évier. On peut mettre une jolie table, utiliser une jolie vaisselle et surtout se cuisiner un bon petit plat. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, pour moi tout seul, ça vaut pas le coup ». Si, ça vaut le coup, vous en valez la peine, bon sang de bois. Voilà, donc on se cuisine des bons petits plats, on réduit les quantités, hein, tout simplement. On met moins de pâtes à bouillir dans la casserole pour se faire une bonne salade de pâtes avec le thon, mais qu'on va émietter, qu'on va prendre le temps d'assaisonner, condimenter avec des petites olives, des petites cébettes, etc. Et on se fait un beau bol dans une bonne poterie artisanale ou une belle assiette et on se fait honneur. Non mais... Et puis... il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent aussi de se mettre devant la télé ou même de mettre de la musique parce qu'elles considèrent que comme ça on mange pas en pleine conscience et tout. Il faut pas se mettre des barrières comme ça. Si ça vous fait du bien et que ça permet de sentir moins seul, de mettre un bon film, voilà, il suffit de revenir à l'écoute de soi régulièrement et il n'y a pas de problème pour se réguler tout en se faisant plaisir. Oui, enfin on évite quand même le film d'horreur. Hein. Oui. On va éviter les thrillers, les films d'horreur, etc. On choisit des films cool qui vont nous aider à digérer, qui vont pas nous stresser. On ne regarde pas les infos pendant qu'on mange, par exemple. C'est interdit de regarder les infos pendant qu'on mange. Non. En fait, manger seul ou à plusieurs, il n'y a pas de règle. C'est comme l'amour, ça dépend en fait des besoins du moment. Et des disponibilités, effectivement. Ben oui, comme tu dis, il y a pas de règle. Il y a pas une chose qui soit bien, une chose qui soit mal. L'idéal, effectivement, c'est de pouvoir s'adapter à ses besoins. Je vois par exemple les seniors qui des fois souffrent de solitude, qui ont besoin de compagnie. Si c'est le cas, il faut trouver les solutions pour pouvoir y répondre. On peut avoir recours à une aide à domicile qui va venir préparer le repas avec nous, qui va manger avec nous. C'est super agréable. On peut se rapprocher de ses voisins pour partager des repas avec eux. Il y a aussi beaucoup de restos communaux, tu sais, qui voient le jour. Il y a des restos spéciaux pour les cantines. Il y a les petites cantines. Oui, super, ça c'est génial, voilà, pour aller cuisiner ensemble ou au moins partager le repas et donc pour éviter la solitude. Donc c'est important de ne pas se replier sur moi, de bien identifier son besoin et puis d'aller chercher les solutions parce qu'elles existent, il n'y a pas de souci. Je vois aussi pour les parents qui ont besoin de calme, quand les enfants, par exemple, sont très sollicitants à table. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut prévoir un créneau en différé tout en ménageant son appétit parce que, bon, admettons que les enfants mangent à 19h et puis ensuite il y a la toilette, etc. Et si on mange que à 20h et qu'on est affamé, c'est pas idéal. Mais si on a pu ménager sa faim auparavant en faisant une collation à 18h, etc., pourquoi pas? On peut aussi prévoir que 2 soirs par semaine, papa et maman, ils vont manger tout seuls et que les enfants vont faire un petit repas festif façon finger food, je mange avec les doigts, etc. Voilà, pourquoi pas? On peut imaginer ce genre de choses. Et puis si les enfants sont très sollicitants à table, c'est peut-être aussi qu'ils ont besoin de décharger des grosses émotions, des stress ou des tensions qu'ils ont eues dans la journée. Donc ce qu'on peut faire, plutôt que de laisser le ton monter à table, c'est prendre un moment qui va pas forcément prendre longtemps, ça peut prendre 5-10 minutes avant le repas pour les aider avec des petits exercices physiques ou simplement en discutant avec eux à décharger le trop plein d'émotions qu'ils ont eu. Et là, tout le monde est gagnant. Voilà. Et les repas se passent dans la détente absolue. Qu'est-ce qu'on aime ça? Merci Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.